Bonjour et bienvenue donc dans ce cours d'introduction à la 3D. Ce cours sera basé sur un logiciel gratuit qui s'appelle Blender 3D. Et donc nous allons dans un premier temps directement récupérer ce logiciel et voir comment on peut facilement l'installer. Donc si je vais sur le site blender.org, donc www.blender.org, j'arrive sur cette page et on voit ici directement Download Blender 2.8, c'est celui qu'on va utiliser, enfin 2.80, c'est tout pareil. On va downloader cette version, mais on ne va pas downloader cette version-là qui doit s'installer classiquement, qui va s'installer dans le système. Ça demande d'avoir des droits d'administration, ce que vous n'avez pas sur les machines de l'école, et ce que vous avez certainement sur votre machine à vous, mais par facilité, on va prendre une version portable. Donc c'est une version qui ne doit pas être installée, que vous pouvez démarrer depuis une clé USB, depuis un disque externe, depuis ce que vous voulez sur n'importe quelle machine. Donc il faudra juste remettre un petit peu vos réglages personnels, vos préférences, etc. Donc je vais aller ici dans le autre version. Et dans Windows, je vais prendre la version .zip. Donc c'est la version compressée. Donc je vais télécharger cette version-là. Alors vous pouvez, si vous avez un peu de sous, supporter Blender, c'est toujours intéressant. Mais enfin bon, voilà, vous êtes étudiant, donc laissez tomber. Alors, je vais ouvrir ce dossier. Donc si j'ai un petit 1, parce que j'ai déjà téléchargé ça quelques fois. Je vais ouvrir ce dossier. Où es-tu mon dossier? Voilà, dans mes téléchargements. Je double-clique dessus, donc c'est un fichier zippé. C'est pour ça que j'ai ici la case extraire en rose. Donc je ne peux pas l'utiliser directement comme ça là où il est. Je vais le glisser sur mon bureau. Donc je prends ce dossier, je le glisse sur le bureau. Et ça va décompresser le fichier. Voilà. Le fichier est décompressé, ça prend un petit 45 secondes. Donc, enfin, ça dépend aussi beaucoup de la puissance de votre machine. Donc, je vais me débarrasser de cette fenêtre et me débarrasser de celle-là. Donc, j'ai maintenant mon dossier Blender et je peux retrouver ici dans le dossier le blender.exe. En fait, je clique droit dessus et je glisse pour créer l'icône sur le bureau. Voilà, créer un raccourci ici et comme ça, je peux lancer directement le logiciel depuis ce raccourci. Alors, si vous êtes sur Mac, vous allez avoir quelque chose de fort semblable, si ce n'est que vous aurez beaucoup moins de fichiers DLL et compagnie, mais vous aurez un blender.app. Si vous êtes sur Linux, vous aurez aussi une version un peu allégée et avec une icône Blender sur laquelle vous pouvez cliquer pour lancer votre exécutable. Donc ça marche sur Mac, PC et Linux. Alors bien sûr, il vous faut quand même avoir une carte graphique un peu up-to-date, à savoir que si votre machine est un peu trop vieille ou n'a pas une carte graphique qui vous permet de jouer aux jeux actuels, oui, c'est un peu difficile. Enfin, vous pourrez quand même faire certaines choses, mais vous serez limité. Si vraiment vous avez une très vieille machine, ça ne marchera pas. Donc, quand je dis une très vieille machine, c'est une machine qui a plus de 4 ans. Alors, lançons l'interface pour voir à quoi ça ressemble. Donc, quand je lance, voilà, je vais le remettre à la taille de ma capture d'écran. Voilà, et vous êtes dans l'interface de Blender. Nous verrons tout à l'heure comment ça marche, mais avant cela, il va falloir que nous parlions un petit peu de certaines notions indispensables à maîtriser avant de rentrer proprement dit dans la 3D. Abordons ces notions de base. Donc, si vous voulez faire de la 3D, il faut d'abord un peu comprendre ce que sont les images en 2D, autrement dit, des images digitales traitées par l'ordinateur. Comment est-ce que ça marche? Donc, si on prend l'exemple ici d'une image, donc c'est une fleur qui s'appelle la digitale, et c'est une image digitale d'une fleur qui s'appelle la digitale. Vous voyez l'ironie. Si je zoome dedans de manière assez forte, je vais arriver au niveau de ces pixels. Les pixels, ce sont vraiment les éléments
individuels qui composent cette image. Et donc si vous regardez ici, vous allez voir tous des petits carrés qui ont chacun une et une seule couleur, et ces carrés, en fait, définissent l'image. Donc ce carré correspond à cet espace ici qui est entouré en rond. On a une partie qui est en rose, une partie qui est en vert, avec différentes valeurs de vert d'ailleurs. Ces images, en fait, sont obtenues en mélangeant 3 canaux. En fait, c'est un peu plus compliqué, dans le sens où elles peuvent aussi, quand elles sont destinées à l'impression, mais ça ne concernera pas ce cours-ci, ça concernera d'autres cours que vous aurez avec d'autres professeurs, vous pouvez aussi vous retrouver avec 5 canaux destinés à l'impression. Donc on a le cyan, magenta, jaune et le noir. Donc vous avez cet espace de couleur qui concerne l'impression, qui ne va pas nous intéresser, et vous avez l'espace de couleur RVB, qui est celui dans lequel nous allons principalement évoluer, le rouge, le vert, le bleu. Et donc cette image est constituée de ces 3 canaux, rouge, vert, bleu, et chaque pixel qui est là est un mélange de rouge, de vert et de bleu. Alors on peut enregistrer cette image de différentes manières. D'abord on a bien sûr sa taille qui est déterminée par son nombre de pixels, mais on a aussi le nombre d'espaces qu'on va accorder à cette image dans l'ordinateur. On parle de bits, c'est l'unité d'espace pour les disques durs et les ordinateurs en général. Donc on va, en fonction du nombre de bits qu'on accorde à l'image, lui donner une certaine qualité. Si pour rappel, on a bien 3 canaux, le rouge, le vert, le bleu. Si par canal, j'enregistre seulement un bit, je vais avoir une image noire et blanche, c'est-à-dire du noir et du blanc, pas de valeur de gris. Si j'enregistre 4 bits par canal, donc on est bien d'accord que cela veut dire que mon image a un poids total de 12 bits. Dans ce cas-là, j'ai 16 valeurs de couleur. Si je pars de 8 bits par canal, j'ai 256 valeurs de couleur. Ça, c'est les images que vous avez l'habitude d'utiliser. Si vous prenez toutes les images que vous publiez sur Instagram, Flickr, machin, sur votre profil Tinder ou Dieu sait autre, vous utilisez ce type d'image-là, ce type de valeur-là, 8 bits par canal. C'est les images JPEG, les images les plus standards que vous trouvez un peu partout. Vous pouvez avoir 16 bits par canal, 24, 32, et on verra que quand on fait des effets spéciaux, on aime particulièrement bien ces 32 bits par canal parce que ça nous donne une infinité de valeurs par canal et donc on a des images qui nous permettent de faire du très très bon travail. Donc comme je le disais tout à l'heure, on a 3 canaux qui définissent l'image. Alors vous pourriez vous dire, ah ouais, donc j'ai un canal rouge, donc ça veut dire que j'ai une image rouge, une image bleue, une image verte. Non, pas du tout. Ce que vous avez, en fait, ce sont des valeurs. Chaque pixel a une série de coordonnées, si on veut, de chiffres, 3 chiffres, qui définissent la couleur en question. Si vous prenez ce carré vert ici, sa définition est 55 de rouge, 174 de vert et 63 de bleu. Donc en mélangeant au niveau des canaux, et on parle bien ici de valeurs en 8 bits par canal, donc je pars de 0 à 255, puisqu'en tout j'ai 256 valeurs par canal, donc j'ai 55 sur 256, 174 sur 256 et 63 sur 256. Et ça donne cette valeur de couleur bleue, verte, pardon, petite erreur. Donc ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Mais comme ce sont des valeurs, elles sont représentées par une certaine forme de pourcentage. L'image que vous voyez, si vous voyez ici en petit, chaque canal est représenté par une image noir et blanc. Parce qu'en fait, ça veut dire que chaque pixel, quand il se rapproche de 0 par rapport à son canal, eh bien, il est noir. Quand il se rapproche du maximum, donc de 256, dans le cas de ce type d'image en 8 bits par canal, eh bien, il est blanc.
Et donc plus il va être blanc, plus il va être élevé. Donc en fait ici, si on regarde dans le canal vert, là où l'image est vraiment particulièrement verte, vous voyez que l'image est particulièrement claire. Évidemment, vous allez me dire, on voit ça en tout petit. Oui, d'accord, mais vous aurez l'occasion de jouer avec Photoshop et de voir ça plus en détail dans d'autres cours. Donc, vous allez avoir 3 canaux. Chaque canal est une image noir et blanc parce qu'elle représente des valeurs. Elle ne représente pas des couleurs, elle représente des valeurs. Donc ça, c'est déjà une notion très importante à bien comprendre. Quand vous enregistrez cette image, on a vu qu'on peut lui donner un certain nombre de bits par canal et ça va définir son poids, mais on peut aussi enregistrer de différentes qualités, c'est-à-dire qu'on peut enregistrer avec ou sans compression. Qu'est-ce que c'est la compression? C'est à partir du moment où on commence à avoir énormément de données à gérer sur l'ordinateur et qu'on veut économiser des ressources de machine, eh bien, on va compresser un maximum de données. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on a téléchargé le logiciel. Il était compressé pour justement économiser de la place. Eh bien ici, sur les images, on fait pareil. On peut soit les compresser, soit pas. Vous avez 3 types de compression. Une compression nulle, donc inexistante. Ce sont des fichiers comme le format bitmap, par exemple. Donc là, vous avez vraiment l'image à 100%. Si elle pèse 200 mégas, elle pèse 200 mégas. Vous avez la compression destructive, JPEG. Alors destructive, pourquoi? Parce qu'elle va vraiment détruire des pixels et après elle va les réinventer en regardant les pixels qui sont sur le côté, ce qui fait que cette compression-là est très très efficace. C'est pour ça qu'elle est largement utilisée dans toutes les applications que vous trouverez sur Internet, etc. Ça permet d'avoir des fichiers très très légers, mais en même temps, ce sont des fichiers qui sont complètement réinventés, qui n'ont pas la qualité d'origine. Et si vous sauvez trop souvent la même image dans ce format-là, vous allez la détériorer de plus en plus. Mais ça reste très efficace et très intéressant de pouvoir quand même utiliser cette compression tant qu'on ne l'utilise pas de manière excessive. Vous avez aussi la compression non destructive qui, elle, va utiliser d'autres algorithmes qui vont permettre de compresser certainement moins fort que le JPEG, mais de quand même avoir quelque chose de très propre qui peut se sauver plusieurs fois puisque on ne détruit pas les pixels et on ne fait pas semblant d'en avoir quand même si on les a détruits. Donc là on parle de format TIFF, PNG et EXR. On va souvent recroiser ce format EXR parce que c'est le meilleur format possible pour le domaine dans lequel nous allons travailler. Donc vous avez un peu de blabla dans ce PDF qui vous sera livré. Alors, une autre chose à laquelle vous n'êtes sans doute pas habitué, c'est qu'une image, par défaut ici on voit l'image, elle a un fond, elle a un avant-plan, elle a un plan médian avec les fougères qui sont là derrière. Mais on peut se retrouver aussi avec une image qui est détourée. Genre, par exemple, ici, ce qui m'intéresse dans cette image, c'est uniquement le pouce levé, enfin la main avec le pouce levé. Je me fous du fond, je ne veux pas avoir le fond. Et donc, je vais détourer cette main, mais je veux sauvegarder la main détourée. Je veux sauvegarder l'information d'avoir enlevé le fond, d'avoir créé une transparence. Donc, Photoshop, par exemple, montre cette transparence en quadrillant en blanc et gris. Si je veux enregistrer cette valeur-là, j'ai le format de base de Photoshop, PSD, qui enregistre, et il enregistrera toutes les données, mais ce format n'est peut-être pas celui que j'ai envie de garder ou d'utiliser. Si j'utilise par exemple un format comme le TIFF ou le PNG, il ne va pas automatiquement enregistrer cette transparence, sauf si j'active le canal alpha. Le canal alpha, c'est un 4e canal qui enregistre aussi dans des valeurs noires et blancs. Il enregistre des transparences. Donc tout ce qui est blanc est opaque, tout ce qui est noir est transparent et tout ce qui est gris est à moitié transparent. Et donc j'ai un 4e canal après mon rouge, vert et bleu qui est le canal alpha. Et ce canal peut être enregistré dans certains formats. Par exemple, il peut être enregistré dans le TIFF, dans le PNG, dans le XR, dans le TGA. Enfin, tout ça, ce sont des formats qui acceptent le canal alpha. Le JPEG
le fameux format d'image que vous avez l'habitude d'utiliser dans vos réseaux sociaux, etc., lui n'accepte pas le canal alpha. Vous ne pouvez enregistrer que 3 canaux avec ce format JPEG. Donc il faudra toujours bien faire attention quand j'enregistre mon image, dans quel format je l'enregistre en fonction de ce que je veux en faire. Est-ce que je veux garder la transparence ou pas? Alors, donc tout ça est équipé là. Si maintenant on regarde un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une image et en quoi est-ce que cette image peut être intéressante ou plus intéressante qu'une autre image. En fait, il y a des règles de composition qui ont été établies il y a très longtemps, principalement dans le monde grec, avec la philosophie qui tournait autour du nombre d'or et de la meilleure proportion possible des éléments les uns par rapport aux autres. Donc il y a des gens qui ont réfléchi à ça pendant de nombreuses décennies, de plusieurs siècles, et donc on est arrivé à la conclusion qu'une image, et ça c'est conforté par l'analyse et par l'étude de la manière dont les gens regardent les images, une image est en général explorée par le regard en passant d'abord par ces 4 points chauds. On appelle ça les points chauds de l'image. Et puis ensuite, l'œil va regarder le reste de l'image. Donc si vous placez un élément de votre image proche d'un de ces points chauds, eh bien vous allez quelque part satisfaire, vous allez rendre la chose plus agréable au regard parce que la personne aura besoin de moins chercher dans l'image des éléments qui peuvent l'intéresser. Et donc, quand vous avez composé une image, c'est toujours intéressant de regarder cette histoire de composition en fonction des points chauds de l'image. Première chose. Deuxième chose, une chose qui flatte l'œil, une chose qui nous attire particulièrement, c'est jouer sur les contrastes. Quand vous jouez sur des contrastes de couleurs, vous allez intéresser plus la personne qui regarde votre travail que si vous n'utilisez pas ce genre de technique. Donc vous allez pouvoir jouer sur les contrastes de couleurs, les contrastes de lumière, ici avec l'effet de clair-obscur, on a la lumière qui sculpte vraiment le sujet, qui le fait sortir du noir. Vous avez les contrastes chaud-froid, le bleu avec l'orange. Le bleu est considéré froid, bleu, vert, c'est plutôt froid. Et orange, jaune, c'est plutôt considéré chaud. Vous avez les contrastes opposés, donc ça parle par rapport à la roue de couleur. Donc vous avez une roue de couleur qui vous montre des opposés. Et par exemple, si vous prenez le cas des logos, vous allez prendre par exemple le logo de Ryanair ou de Ikea, vous verrez que c'est du bleu avec du jaune, parce que ce sont deux opposés et que ça marche très fort, ça flatte. C'est en fait l'opposition la plus efficace. Orange et bleu ou jaune et bleu, ce sont deux choses qui fonctionnent particulièrement fort. Autre chose qu'il faut savoir, dernière petite chose en fait, qui est toujours intéressante à bien comprendre, c'est que l'image que vous voyez sur votre ordinateur n'est pas vraiment la vraie image. C'est une image qui est retravaillée. C'est une image qui a été améliorée de manière à ce que vous la trouviez agréable. C'est-à-dire qu'on a joué sur une valeur qui s'appelle le gamma. Et donc tous les écrans sont travaillés de manière à vous donner une vision erronée de l'image. Vous avez une correction gamma de 2.2 sur les PC et de 1.8 sur les Mac. C'est ce qui vous donne l'impression que l'image est tout à fait agréable. Si vous regardez ici, vous avez des bleus, vous avez des jaunes et des oranges, et c'est tout à fait efficace. Mais en fait, ce n'est efficace que parce que c'est corrigé. Les vraies valeurs sont beaucoup plus fades. Si je prends mathématiquement les valeurs, on a vu que chaque pixel avait une valeur bien définie en fonction du canal rouge, vert et bleu. Eh bien, en fait, les vraies valeurs sont beaucoup plus fades que celles qui sont montrées sur les écrans. Donc, il faut savoir, parce que ça veut dire que si, par exemple, je travaille pour un produit qui va être diffusé sur des écrans d'ordinateur, ma foi, où est le problème? Je veux dire, ce sera vu de la même manière que moi je le vois. Mais si je travaille pour
une image qui va être diffusée au cinéma ou qui va être éventuellement retravaillée par d'autres machines pour faire du compositing, un peu, faire des effets spéciaux, des choses comme ça, eh bien, on va me demander en fait de fournir une image dans sa valeur exacte, c'est-à-dire dans l'espace linéaire. Donc, on parle d'un espace sRGB, c'est celui de l'espace corrigé, celui de votre écran. L'espace linéaire, c'est l'espace où il n'y a aucune correction. Et donc, là, il faut que je fasse attention à ce que tous mes effets, tous mes calculs soient faits en fonction de l'utilisation que je vais faire avec mes images. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut aussi être important de savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer après avec le produit sur lequel vous travaillez. Est-ce qu'il va être diffusé sur le web? Est-ce qu'il va être montré sur des tablettes, sur des smartphones ou Dieu sait quoi? Ou est-ce qu'il va être diffusé au cinéma? Et dans ce cas-là, ce n'est pas du tout la même gestion des couleurs et il faudra faire attention à fournir le fichier dans le bon espace colorimétrique. Mais bon, tout ça dépasse un petit peu l'introduction que ce cours entend vous donner. Et donc, pour résumer, grosso modo, vous avez sans doute compris que ce qu'on va faire, c'est principalement des maths, de la mathématique. On va additionner, soustraire, on va multiplier des chiffres, et ça va nous donner des images. En fait, dans l'absolu, si vous prenez par exemple la formule de l'overlay, qui est une manière de mélanger deux couches dans Photoshop, eh bien la formule de l'overlay, c'est celle-ci. Et vous voyez tout de suite que ça vous rappelle de vrais mauvais souvenirs de vos études en mathématiques, et c'est pas près de finir, puisque dans le cadre de vos cours, vous avez un cours très important de mathématiques que vous devrez réussir lors de cette première année. Voilà, et bien avec ça on a des notions de base qui nous permettent d'aller plus loin et on va voir un petit peu comment ça marche la 3D.